Dans les registres brûlés du comté de Wilcox, en Alabama, un nom fut effacé 3 fois, pas par le feu de la guerre civile, mais par des mains tremblantes, des années avant que le premier coup de canon ne retentisse. Ce nom appartenait à une femme qui ne tua personne de ses propres mains, mais dont le passage laissa 3 lignées patriciennes en ruine, 27 morts inexpliqués, et un silence si profond que même les descendants refusent encore aujourd'hui d'en parler. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de déterrer ces histoires enfouies. L'histoire commence en 1837, dans une région où les plantations de coton s'étendaient comme des royaumes et où la richesse se mesurait en acres et en âmes possédées. Le comté de Wilcox, dans le centre-sud de l'Alabama, était en 1837 l'une des terres les plus riches et les plus dangereuses du vieux Sud. Les rivières Alabama et Cahaba traçaient les frontières naturelles d'un territoire où le coton régnait en maître absolu et où quelques familles contrôlaient non seulement la terre, mais aussi la loi, la morale et le destin de milliers d'êtres humains réduits en esclavage. La société de cette région fonctionnait selon des codes rigides, hérités de la tradition virginienne et carolinienne. L'honneur d'un homme blanc se mesurait à la pureté de sa lignée, à l'étendue de ses terres et à sa capacité à maintenir l'ordre parmi sa main-d'œuvre servile. Les femmes blanches étaient des symboles vivants de cette pureté, élevées dans l'ignorance des réalités brutales qui soutenaient leur mode de vie. Quant aux esclaves, ils existaient dans un système conçu pour briser toute volonté, toute dignité, toute pensée d'autonomie. Pourtant, dans ce monde apparemment immuable, des fissures existaient, des espaces d'ambiguïté morale où les règles officielles s'effaçaient devant les désirs secrets, les faiblesses humaines et les arrangements tacites. C'est dans ces fissures qu'une femme nommée Celia allait s'insérer et par sa seule présence faire trembler les fondations de 3 des plus puissantes dynasties du comté. La plantation Riverside, propriété de la famille Caldwell, s'étendait sur près de 2000 acres le long de la rivière Alabama. La demeure principale, une construction géorgienne de 2 étages avec des colonnes blanches et des balcons en fer forgé, dominait un paysage de champs de coton, de cabanes d'esclaves, de granges et d'ateliers. 4 générations de Caldwell y avaient vécu, accumulant richesse et influence politique. En 1837, la plantation était dirigée par Thomas Caldwell, un homme de 43 ans, veuf depuis 5 ans, père de 2 fils adultes et d'une fille de 16 ans. À quelques kilomètres au sud, se trouvait la plantation Magnolia Bluff, domaine des Pemberton, famille rivale des Caldwell depuis une dispute foncière remontant à 1812. Les Pemberton possédaient près de 1800 acres et se considéraient comme la véritable aristocratie du comté, descendant prétendument d'une lignée remontant aux premiers colons de Jamestown. William Pemberton, patriarche de 50 ans, gouvernait sa famille et ses 140 esclaves avec une rigidité calviniste qui faisait de lui un personnage respecté mais craint. La 3e famille, les Hartwell, possédait la plantation Oak Grove, domaine de 1200 acres situé à l'ouest de Riverside. Les Hartwell étaient des nouveaux riches, leur fortune datant seulement de 2 générations, mais leur ambition était démesurée. James Hartwell, âgé de 38 ans, était marié à une femme fragile, Caroline, et avait 3 enfants en bas âge. Il cherchait désespérément à s'élever dans la hiérarchie sociale du comté, multipliant les investissements hasardeux et les alliances matrimoniales stratégiques. Ces 3 familles ne s'aimaient pas, mais elles partageaient les mêmes bancs à l'église méthodiste de Camden, assistaient aux mêmes bals d'hiver, siégeaient ensemble au conseil du comté et maintenaient une façade de cordialité nécessaire au bon fonctionnement de leur société. Leur destin était lié par des dettes mutuelles, des mariages entre cousins éloignés, et surtout par une compréhension commune des règles non écrites qui préservaient leur monde. C'est dans ce contexte qu'en avril 1837, un convoi d'esclaves nouvellement acquis arriva à la plantation Riverside. Le négociant s'appelait Silas Greer,
un homme originaire de Charleston qui faisait le commerce entre les marchés de Virginie et ceux du Deep South. Il amenait ce printemps-là un lot de 23 personnes achetées lors d'une vente aux enchères à Richmond suite à la faillite d'une plantation de tabac. Thomas Caldwell avait commandé des hommes jeunes et robustes pour remplacer les pertes dues à une épidémie de fièvre jaune l'année précédente. Ce qu'il reçut correspondait à ses attentes, à une exception près. Parmi les esclaves se trouvait une femme que Greer présentait avec une certaine réticence. Elle s'appelait Celia, avait 24 ans, et possédait une beauté qui, même sous la crasse du voyage et les haillons qui la couvraient, était indéniable. Sa peau était claire, signe évident d'ascendance mixte, ses traits réguliers, ses yeux d'un brun profond qui soutenaient le regard sans insolence mais sans soumission non plus. Greer expliqua à Caldwell que Celia avait appartenu à une famille de la haute société virginienne, où elle avait été formée comme servante de maison. Elle savait lire, ce qui était illégal mais pas rare parmi les domestiques de famille. Elle parlait avec une diction presque parfaite, sans l'accent lourd des esclaves de champ. Son ancien maître, un certain Edward Fairmont, était mort subitement, et ses héritiers avaient dispersé la propriété pour régler des dettes. Thomas Caldwell observa Celia avec un mélange de suspicion et d'intérêt. Une esclave lettrée représentait un danger dans l'ordre social établi, mais elle pourrait être utile dans la maison, surtout pour s'occuper de sa fille Catherine, qui avait besoin d'une gouvernante après le départ de la précédente. Le prix était raisonnable, Greer semblant désireux de s'en débarrasser rapidement. Ce que le négociant ne dit pas, et ce que Caldwell ne demanda pas, c'est pourquoi une servante de maison formée, relativement jeune et présentable, se retrouvait dans un convoi d'esclaves de champ. Les registres de la vente aux enchères de Richmond, consultés des années plus tard par un enquêteur privé engagé par la famille Pemberton, révélaient une notation étrange à côté du nom de Celia, un simple mot en latin, venefica, qui signifiait empoisonneuse, mais aussi enchanteresse. Le mot avait été barré, puis réécrit, puis barré à nouveau. Celia fut donc achetée et intégrée à la maison principale de Riverside. Les premières semaines, elle travailla sous la supervision de Mamie Ruth, une esclave de 58 ans qui gérait la demeure depuis 30 ans. Ruth observait la nouvelle venue avec une méfiance instinctive. Elle remarqua immédiatement que Celia ne parlait jamais plus que nécessaire, qu'elle évitait les rassemblements d'esclaves le dimanche et qu'elle possédait une capacité déconcertante à anticiper les besoins des maîtres avant même qu'ils ne les expriment. Mais ce qui inquiétait vraiment Ruth, c'était la manière dont les hommes de la maison regardaient Celia. Thomas Caldwell trouvait des prétextes pour être présent quand elle travaillait. Son fils aîné, Robert, un jeune homme de 22 ans récemment rentré de ses études à Mobile, la suivait des yeux avec une intensité malsaine. Même le plus jeune fils, Henry, âgé de 19 ans et habituellement indifférent aux domestiques, semblait troublé par sa présence. Ruth avait vu ce schéma se répéter dans d'autres plantations. Une belle esclave attirait l'attention, devenait la maîtresse d'un fils ou du maître, engendrait des jalousies et finissait soit vendue, soit pire. Mais avec Celia, quelque chose était différent. Elle ne semblait pas encourager les attentions, et pourtant elle se multipliait. Elle ne flirtait pas, ne jouait pas la coquette, mais les hommes autour d'elle perdaient progressivement leur raison. Le premier incident survint en juin 1837, 2 mois après l'arrivée de Celia. Robert Caldwell, l'héritier présomptif de Riverside, était fiancé à Margaret Pemberton, fille unique de William Pemberton. Ce mariage devait unir les deux familles rivales et mettre fin à des décennies de tensions. La dot était généreuse. Les arrangements financiers complexes, mais avantageux pour les deux parties. La cérémonie était prévue pour septembre. Un après-midi de chaleur étouffante, Robert entra dans le petit salon où Celia repassait du linge. Ce qui se passa exactement dans cette pièce reste un mystère, car les deux seuls témoins donnèrent des versions contradictoires. Selon Robert, interrogé plus tard par son père, Celia l'avait séduit par des regards et des gestes suggestifs. Selon Celia, interrogée par Ruth, Robert avait tenté de la forcer,
et elle s'était défendue en le frappant avec le fer à repasser, lui causant une brûlure au bras. Thomas Caldwell, confronté à cette situation, prit une décision qui surprit toute la maisonnée. Au lieu de punir Celia comme l'exigeait le code de conduite des plantations, il réprimanda sévèrement son fils et ordonna que Celia soit désormais affectée uniquement au service de sa fille Catherine, loin des hommes de la maison. Cette décision déclencha une série d'événements qui allaient révéler la véritable nature du pouvoir que Celia exerçait. Un pouvoir qui n'avait rien de surnaturel, mais qui était peut-être plus dangereux encore. Sombre du passé. Catherine Caldwell avait 16 ans, un âge difficile dans le sud d'avant-guerre. Elle était entre l'enfance protégée et les responsabilités d'une femme adulte, promise à un mariage arrangé avec un cousin éloigné de Charleston qu'elle avait rencontré 2 fois. Sa mère était morte en couche 5 ans plus tôt, et depuis, Catherine vivait dans une solitude dorée, entourée de domestiques mais privée de véritable compagnie. L'arrivée de Celia comme gouvernante personnelle changea profondément la vie de la jeune fille. Contrairement aux autres esclaves domestiques, Celia pouvait tenir une conversation, discuter de livres, même si elle faisait attention à ne jamais révéler l'étendue de son éducation. Elle écoutait Catherine parler de ses peurs, de ses rêves, de son ressentiment envers un père distant et des frères qui la traitaient comme une monnaie d'échange. Pendant l'été 1837, une relation étrange se développa entre la jeune maîtresse blanche et son esclave. Catherine voyait en Celia une confidente, presque une amie, relation impossible et transgressive dans le contexte de l'époque. Celia, de son côté, écoutait, conseillait avec prudence et observait les dynamiques de pouvoir dans cette famille avec une intelligence aiguë. C'est à travers les confidences de Catherine que Celia apprit les secrets de Riverside. Elle découvrit que Thomas Caldwell était lourdement endetté, que des investissements hasardeux dans des chemins de fer avaient failli ruiner la plantation 2 ans auparavant, et que seul un prêt de William Pemberton, conditionné au mariage entre Robert et Margaret, maintenait la famille à flot. Elle apprit que Robert détestait son père, qu'Henry avait des problèmes de jeu et que Catherine elle-même envisageait de fuir vers le nord plutôt que d'épouser son cousin de Charleston. Mais surtout, Celia comprit quelque chose que peu de gens, blancs ou noirs, saisissaient vraiment dans cette société rigide. Le pouvoir reposait entièrement sur les apparences et sur le maintien de certaines fictions. La pureté des femmes blanches, l'honneur des hommes, la légitimité des lignées, tout cela n'était que construction fragile, maintenue par le silence et la violence. Et si quelqu'un découvrait comment faire vaciller ces fictions, tout l'édifice pouvait s'effondrer. En août 1837, un mois avant le mariage prévu, Robert Caldwell rompit ses fiançailles avec Margaret Pemberton. L'annonce tomba comme un coup de tonnerre sur le comté. William Pemberton, furieux et humilié, exigea des explications. Thomas Caldwell, désespéré, supplia son fils de reconsidérer. Mais Robert resta inflexible. Il déclara qu'il ne pouvait épouser une femme qu'il n'aimait pas, que son cœur appartenait à une autre. Les rumeurs commencèrent immédiatement. Qui était cette autre femme? Plusieurs noms circulèrent, des filles de planteurs voisins, même une veuve de Mobile. Mais la vérité, murmurée dans les cuisines et les cabanes d'esclaves, était bien plus scandaleuse. Robert Caldwell était obsédé par Celia. Il n'y avait aucune preuve de relation physique entre eux. Celia dormait dans la chambre de Catherine, jamais seule. Elle évitait Robert, ostensiblement. Mais cela n'importait pas. Robert la suivait comme une ombre, trouvait des prétextes pour lui parler, lui offrait des cadeaux qu'elle refusait poliment. Il écrivait des poèmes qu'il laissait dans les endroits où elle travaillait. Il avait perdu tout sens de la prudence et de la bienséance. Thomas Caldwell comprit qu'il devait agir. En septembre, il contacta James Hartwell, le propriétaire d'Oak Grove, et lui proposa un arrangement. Il vendrait Celia à Hartwell pour une somme dérisoire, à condition que la transaction reste confidentielle et que Celia soit immédiatement emmenée loin de Riverside, si possible dans une propriété rurale éloignée appartenant aux Hartwell dans le comté voisin. James Hartwell accepta.
Il avait ses propres raisons. Sa femme Caroline était malade depuis la naissance de leur troisième enfant, et il cherchait une servante compétente pour s'occuper d'elle. De plus, acquérir un bien des Caldwell à bas prix lui semblait une opportunité. Le transfert fut effectué discrètement une nuit de septembre. Celia fut emmenée à Oak Grove sans avoir eu le temps de dire au revoir à Catherine. Robert Caldwell, en apprenant le départ de celle qu'il considérait comme son amour, entra dans une rage folle. Il accusa son père de l'avoir trahi, menaça de tout révéler, de ruiner la réputation de la famille. 3 jours plus tard, Robert Caldwell disparut. La disparition de Robert Caldwell fut officiellement attribuée à un accident. On prétendit qu'il était parti chasser et ne revint jamais. Des recherches furent organisées, des battues dans les forêts, des interrogatoires d'esclaves. Rien. Après 2 semaines, Thomas Caldwell déclara son fils mort et organisa des funérailles sans corps. Mais les esclaves de Riverside racontaient une autre version. Ils disaient avoir vu Robert la nuit de sa disparition, prendre un cheval et partir vers le sud, vers Oak Grove. Ils disaient qu'il était revenu à l'aube, couvert de boue, les vêtements déchirés, le regard fou. Puis, quelques heures plus tard, il était reparti, cette fois vers la rivière, et personne ne l'avait revu. Un esclave nommé Joshua, qui travaillait aux écuries, affirma des années plus tard sur son lit de mort qu'il avait aidé Robert à seller son cheval cette nuit-là. Robert lui aurait dit qu'il allait récupérer ce qui lui appartenait, qu'on n'avait pas le droit de lui prendre Celia. Joshua avait remarqué que Robert portait un pistolet et un couteau, ce qui était inhabituel pour une simple visite. À Oak Grove, cette même nuit, il y eut du mouvement. James Hartwell et ses contremaîtres furent réveillés par des aboiements de chiens et des bruits dans les écuries. Ils trouvèrent un cheval inconnu, épuisé, qu'ils reconnurent comme appartenant à Riverside, mais aucune trace d'intrus. Hartwell envoya un message à Thomas Caldwell le lendemain, lui retournant son cheval, sans mentionner les circonstances étranges. Celia, interrogée par Hartwell, affirma n'avoir rien vu ni entendu. Elle dormait dans une petite chambre attenante à celle de Caroline Hartwell, et la porte était toujours verrouillée de l'extérieur par précaution. Hartwell la crut, ou prétendit la croire. Mais la vérité, ou du moins une partie de la vérité, émergea des mois plus tard, grâce à un journal intime découvert parmi les affaires de Caroline Hartwell après sa mort. Caroline était une femme cultivée, éduquée dans un pensionnat de Charleston, et elle tenait un journal depuis l'adolescence. Ses dernières entrées, datant de l'automne 1837, révélaient une femme en proie à une angoisse croissante. Elle écrivait que son mari changeait, qu'il passait de plus en plus de temps avec la nouvelle servante, qu'il trouvait des prétextes pour être seul avec elle. Elle notait des détails troublants, des conversations interrompues quand elle entrait dans une pièce, des regards échangés, une atmosphère de secret. Dans une entrée datée du 22 septembre 1837, quelques jours après l'arrivée de Celia, Caroline écrivait « Je ne comprends pas ce qui arrive à James. Il me parle à peine, mais je l'entends parler à cette femme pendant des heures. Elle ne dit presque rien, mais il semble hypnotisé par sa simple présence. Ce matin, je l'ai trouvé dans le bureau, pleurant comme un enfant. Et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a dit qu'il était damné, qu'il ne pouvait pas résister. Résister à quoi? Il n'a pas voulu répondre. Quelques jours plus tard, une autre entrée. Cette nuit, j'ai été réveillé par des voix. J'ai cru que James parlait avec un visiteur, mais en descendant, j'ai réalisé qu'il était seul dans le salon, parlant à voix basse. En m'approchant, j'ai compris qu'il parlait à Celia, mais elle n'était pas là. Il la suppliait de quelque chose, les mains jointes comme en prière. Quand il m'a vu, il est devenu furieux, m'a ordonné de retourner me coucher. J'ai peur de mon propre mari. Puis, l'entrée du 27 septembre, la dernière avant une interruption de plusieurs semaines, un homme est venu cette nuit, un des fils Caldwell selon les domestiques. James était absent, inspectait une parcelle distante. L'homme semblait désespéré, demandant après Celia. Les contremaîtres l'ont chassé, mais il est revenu plus tard. J'ai entendu des cris, puis le silence. Au matin, le cheval de l'homme était là, mais lui avait disparu. James est rentré à l'aube, très agité,
et a donné des ordres stricts. Personne ne doit parler de cette nuit. J'ai peur de poser des questions. Caroline Hartwell mourut en décembre 1837, officiellement de complications liées à sa santé fragile. Mais les circonstances de sa mort étaient étranges. Elle fut trouvée dans sa chambre, apparemment décédée dans son sommeil, mais son visage portait une expression de terreur figée. Le médecin appelé le lendemain attribua le décès à une défaillance cardiaque, mais plusieurs domestiques racontèrent avoir entendu Caroline crier pendant la nuit, puis un silence soudain. Après la mort de Caroline, James Hartwell changea radicalement. Lui qui était un homme ambitieux et sociable devint reclus, évitant les rassemblements sociaux, négligeant sa plantation. Ses contremaîtres notèrent qu'il passait des heures enfermé dans son bureau, parfois en compagnie de Celia qui lui apportait les repas et le thé. Les enfants de Hartwell, trop jeunes pour comprendre, furent confiés à une tante à Mobile. James resta seul à Oak Grove avec les esclaves et Celia. Et c'est là que commença la deuxième phase de cette histoire, celle qui allait impliquer la famille Pemberton et révéler un schéma encore plus troublant. William Pemberton n'avait jamais pardonné l'humiliation du mariage annulé. Sa fille Margaret était dévastée, sa réputation ternie. Dans la société rigide du Sud, une fiancée abandonnée était une marchandise dépréciée, et trouver un autre prétendant convenable s'avérait difficile. Pemberton blâmait les Caldwell pour cette situation, et il cherchait une forme de vengeance. En février 1838, Pemberton engagea un détective privé de Mobile, un certain Amos Fletcher, pour enquêter sur les circonstances de la rupture des fiançailles et sur la disparition de Robert Caldwell. Fletcher était un homme méthodique, ancien constable devenu enquêteur pour les familles riches souhaitant régler discrètement leurs affaires embarrassantes. Fletcher passa 3 mois à interroger des esclaves, des domestiques, des voisins. Il reconstitua progressivement la chronologie des événements, découvrit l'existence de Celia, apprit son transfert à Oak Grove et trouva des témoignages contradictoires sur la nuit de la disparition de Robert. Son rapport, conservé dans les archives privées de la famille Pemberton jusqu'au début du XXe siècle, est un document fascinant et dérangeant. Fletcher écrivait « Cette femme, Celia, semble être au centre de chaque événement troublant. Pourtant, elle ne fait rien d'explicite. Elle ne séduit pas activement, ne manipule pas ouvertement, et pourtant les hommes autour d'elle perdent leur jugement. J'ai interrogé une douzaine d'esclaves, hommes et femmes, et tous disent la même chose. Elle est différente. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle semble comprendre les gens avec une précision troublante, et elle a une manière de regarder les hommes qui leur fait croire qu'elle voit leur âme. Plusieurs esclaves masculins admettent avoir eu des rêves obsessionnels à son sujet, malgré le fait qu'elle les ignore complètement. Fletcher poursuivait. J'ai tenté de l'interroger moi-même à Oak Grove. Monsieur Hartwell a refusé catégoriquement, avec une véhémence qui m'a surpris. Il a menacé de me faire arrêter si je revenais sur sa propriété. Son comportement suggère qu'il cache quelque chose, ou qu'il est lui-même tombé sous l'influence de cette femme. Le rapport de Fletcher contenait aussi une découverte troublante concernant le passé de Celia en Virginie. En contactant des collègues à Richmond, Fletcher avait appris que la famille Fairmont, les anciens propriétaires de Celia, avait effectivement été ruinée, mais pas par des dettes comme le prétendait Silas Greer, le négociant. La famille s'était effondrée après une série d'événements catastrophiques, tous centrés autour du patriarche, Edward Fairmont, et de sa relation obsessionnelle avec son esclave Celia. Fairmont, homme marié de 52 ans, avait scandalisé la société de Richmond en déclarant publiquement son amour pour Celia et en tentant de divorcer de sa femme, chose presque impossible en Virginie à l'époque. Sa femme, humiliée et désespérée, s'était suicidée. Ses fils avaient renié leur père. Fairmont avait perdu sa position sociale, ses affaires avaient périclité, et finalement, il était mort dans des circonstances mystérieuses, trouvé noyé dans un étang de sa propriété malgré le fait qu'il savait nager. Après la mort de Fairmont, ses héritiers avaient en vendu Celia aussi vite que possible, certains murmurant qu'elle portait malheur, d'autres l'accusant plus directement d'avoir détruit leur famille.
Fletcher concluait son rapport par une recommandation. Monsieur Pemberton, je crois que cette femme représente un danger, non pas à cause de pouvoirs surnaturels, mais à cause d'une intelligence redoutable et d'une compréhension intuitive des faiblesses humaines. Elle semble capable d'identifier ce que les hommes désirent le plus, ou ce qu'ils craignent le plus, et d'utiliser cette connaissance pour les manipuler sans jamais agir directement. Je recommande de l'exposer publiquement, de révéler son passé et de forcer son expulsion du comté. William Pemberton lut ce rapport avec une satisfaction mêlée d'inquiétude. Il tenait là de quoi ruiner la réputation des Caldwell et des Hartwell, ses deux rivaux. Mais quelque chose dans les descriptions de Fletcher le troublait. Il décida d'agir, mais avec prudence. En mai 1838, Pemberton convoqua une réunion du conseil du comté, dont il était membre influent. Il présenta une motion demandant une enquête officielle sur la disparition de Robert Caldwell et sur les pratiques inhabituelles dans certaines plantations concernant les esclaves domestiques. La motion fut adoptée et un comité fut formé incluant Pemberton lui-même, le shérif du comté, et deux autres planteurs respectés. Thomas Caldwell et James Hartwell furent convoqués pour témoigner. Les tensions entre les trois familles atteignirent un point critique. Des rumeurs circulaient dans tout le comté, des versions de plus en plus extravagantes de l'histoire de Celia, certaines l'accusant de sorcellerie, d'autres de prostitution, d'autres encore de meurtre. C'est dans ce contexte explosif que se produisit l'événement qui allait sceller le destin de tous les protagonistes. En juin 1838, William Pemberton se rendit personnellement à la plantation Oak Grove, accompagné du shérif et de Fletcher, le détective. Ils avaient un mandat pour interroger tous les résidents, y compris Celia. James Hartwell tenta de s'opposer à leur entrée, mais le shérif menaça de l'arrêter pour obstruction. Ce qui se passa lors de cette visite reste partiellement documenté grâce aux témoignages collectés plus tard. Les trois hommes interrogèrent d'abord Hartwell dans son bureau. Selon Fletcher, Hartwell était dans un état pitoyable, amaigri, les yeux cernés, tremblant. Ses mains ne cessaient de s'agiter, cherchant quelque chose sur son bureau, réarrangeant des papiers qui n'avaient pas besoin d'être réarrangés. Quand Pemberton mentionna le nom de Celia, Hartwell eut une réaction violente, renversant son fauteuil en se levant brusquement. Il cria que personne n'avait le droit de lui parler, qu'elle était sous sa protection, qu'il ne comprenait rien à la situation. Le shérif dut le retenir physiquement, craignant qu'il ne devienne violent. Fletcher, observant la scène avec son regard d'enquêteur expérimenté, nota quelque chose d'étrange dans le comportement de Hartwell. Ce n'était pas simplement de la colère ou de la possessivité. C'était une terreur profonde, presque primitive, comme si l'interrogatoire de Celia allait déclencher quelque chose d'irréversible. Le shérif insista, menaçant Hartwell d'arrestation immédiate s'il continuait à obstruer la justice. Hartwell, défait, s'effondra dans son fauteuil et accepta finalement, mais demanda à être présent lors de l'interrogatoire. Ce qui fut accordé, contre l'avis de Fletcher qui aurait préféré isoler complètement les témoins. Celia fut amenée dans le salon par deux domestiques. Fletcher la décrivit dans ses notes comme calme, presque sereine, vêtue d'une robe simple de coton gris mais proprement repassée, ses cheveux tressés avec soin. Elle entra dans la pièce avec une posture droite, le regard direct mais pas insolent, les mains croisées devant elle. Ce qui frappa immédiatement Fletcher fut l'absence totale de peur dans ses yeux. Pemberton, assis derrière le grand bureau de Hartwell, commença l'interrogatoire. Sa voix était ferme au début, autoritaire, celle d'un homme habitué à être obéi. Il posa des questions sur son passé en Virginie, sur les circonstances de la mort d'Édouard de Fermont, sur sa relation avec la famille qu'il avait possédée. Celia répondit brièvement, avec une voix douce mais claire, utilisant un français impeccable qui dénotait une éducation inhabituelle pour une esclave. Elle confirma avoir appartenu à la famille Fermont, avoir servi dans leur maison pendant 8 ans, avoir été présente lors de la détérioration mentale de M. Fermont et de sa mort tragique. Mais elle nia toute responsabilité,
affirmant qu'elle n'était qu'une servante et n'avait aucun pouvoir sur les décisions de son maître. Pemberton devint plus agressif, posant des questions sur Robert Caldwell. Comment avait-elle rencontré le jeune homme? Quelle était la nature de leur relation? Pourquoi avait-il rompu ses fiançailles avec Margaret? Où était-il allé la nuit de sa disparition? Celia répondit patiemment, expliquant qu'elle avait peu interagi avec Robert Caldwell, qu'elle servait principalement sa sœur Catherine, que les attentions du jeune homme étaient non sollicitées et la mettaient mal à l'aise. Quant à la nuit de sa disparition, elle affirma n'avoir rien vu, puisqu'elle dormait dans une chambre verrouillée de l'extérieur. C'est alors que Pemberton commit une erreur. Frustré par ses réponses mesurées, il se leva brusquement et contourna le bureau pour se placer directement devant elle, la dominant de toute sa hauteur. Il éleva la voix, l'accusant directement d'avoir séduit Robert, d'avoir poussé Edward Fairmont au suicide, de manipuler James Hartwell, de détruire systématiquement les familles qui l'accueillaient. Il dit avec une violence contenue dans la voix, « Vous êtes un poison. Où que vous alliez, les hommes perdent la raison, les familles se déchirent, les morts s'accumulent. Vous prétendez être innocente, mais 3 familles sont en ruine à cause de vous. » Le silence qui suivit fut lourd. Hartwell, assis dans un coin de la pièce, émit un gémissement étranglé. Le shérif sembla mal à l'aise, conscient que l'interrogatoire dérapait vers quelque chose de plus personnel. Fletcher observait Celia intensément, attendant sa réaction. Ce qui se passa ensuite, tous les témoins présents le confirmèrent dans leurs témoignages ultérieurs, bien que chacun l'interprétât différemment. Celia leva lentement les yeux vers Pemberton. Son expression n'était ni arrogante ni soumise. C'était quelque chose d'autre, quelque chose que Fletcher décrivit plus tard comme une compassion terrible, un regard qui semblait voir à travers les apparences jusqu'à l'essence même de la personne. Elle parla, et sa voix, bien que toujours douce, portait une autorité qui n'avait rien à voir avec le statut social. « Monsieur Pemberton, vous m'accusez de séduire les hommes, mais je n'ai jamais touché aucun d'eux de mon propre gré. Vous dites que je les pousse à la folie, mais je ne fais que les écouter quand ils viennent me parler, ce qu'ils font sans que je les y invite. Ils viennent à moi avec leurs secrets, leurs peurs, leurs désirs honteux qu'ils ne peuvent confesser à personne d'autre. Ils croient que parce que je suis une esclave, je ne compte pas, que leurs paroles n'ont pas de conséquences. Ils se trompent. » Elle fit une pause, et Pemberton, étrangement, ne l'interrompit pas. « Vous me blâmez pour ce qu'ils choisissent de faire après, les décisions qu'ils prennent, les actions qu'ils commettent. Mais je ne leur ai jamais demandé de rompre leurs fiançailles, de négliger leur famille, de se détruire. C'est leur propre faiblesse qui les conduit là, leur incapacité à vivre avec les mensonges qu'ils se racontent. » Pemberton voulut l'interrompre, mais elle continua, et quelque chose dans son ton le figea sur place. « Vous dites que je suis un poison. Peut-être, mais pas de la manière que vous pensez. Je suis le miroir qui reflète ce que vous êtes vraiment, et ce reflet est insupportable. Monsieur Fairmont ne pouvait pas vivre avec la conscience de ce qu'il faisait à ses esclaves, avec le contraste entre ses valeurs chrétiennes proclamées et ses actions quotidiennes. Robert Caldwell ne pouvait pas accepter que tout son avenir soit une transaction financière, que sa vie entière soit prédéterminée par les besoins économiques de sa famille. James Hartwell ne peut pas vivre avec la connaissance de ce qu'il a fait pour grimper dans la hiérarchie sociale, les compromis moraux, les trahisons. Elle se tourna légèrement pour regarder Hartwell, qui s'était recroquevillé sur sa chaise, les mains sur le visage. « Et vous, monsieur Pemberton, vous ne pouvez pas vivre avec vos propres secrets, les choses que vous avez faites et que personne ne connaît, les mensonges sur lesquels votre famille entière est construite. » Pemberton devint livide. Sa main se leva, comme pour la frapper, mais il se retint au dernier moment. Sa voix tremblait quand il parla. « Comment osez-vous? Vous n'êtes rien. Vous ne savez rien de moi. » Celia le regarda avec cette même expression indéchiffrable. « Je ne sais que ce que vous m'avez dit, monsieur, lors de vos visites à la prison. Toutes ces heures où vous veniez m'interroger, croyant que j'allais me briser et avouer des crimes imaginaires. Mais c'est vous qui parliez.
qui confessiez, qui cherchiez une absolution que je ne peux pas vous donner. Le silence qui suivit fut presque insoutenable. Fletcher nota plus tard que c'était comme si l'air lui-même était devenu lourd, difficile à respirer. Le shérif sembla sur le point d'intervenir, mais ne sut quoi dire. Finalement, Pemberton retrouva sa voix, mais elle était changée, brisée. « Vous mentez. Je n'ai rien avoué. Vous m'avez parlé de votre fille Margaret, dit Celia doucement, de son véritable père. Vous m'avez parlé de la femme esclave que vous aimiez il y a 20 ans, celle que vous avez dû vendre au Mississippi quand votre épouse a découvert la liaison. Vous m'avez parlé des enfants que vous avez engendrés et vendus, de celui que vous avez vu aux enchères à Mobile il y a 3 ans et que vous avez reconnu à ses yeux, vos propres yeux. Vous m'avez parlé de tout cela parce que vous pensiez qu'une esclave ne comptait pas, que mes oreilles étaient aussi indignes de considération que celles d'un animal. » Pemberton recula comme frappé. Son visage passa par toute une gamme d'émotions, la rage, la terreur, puis quelque chose qui ressemblait à de la défaite. Il se tourna vers le shérif et Fletcher, cherchant dans leur regard une confirmation qu'ils n'avaient pas entendue, qu'ils ne comprenaient pas l'implication de ce qui venait d'être dit. Mais Fletcher avait entendu et compris. Les implications étaient dévastatrices. Si Margaret Pemberton n'était pas la fille légitime de William, mais le fruit d'une liaison avec une esclave, alors toute la lignée Pemberton était souillée selon les standards de pureté raciale obsessionnelle du Sud. Le mariage avec Robert Caldwell aurait été une fraude. La position sociale de toute la famille était basée sur un mensonge fondamental. Pemberton ordonna au shérif, d'une voix étranglée, d'arrêter Celia immédiatement pour insolence envers un homme blanc, pour diffamation, pour tout ce qu'il pouvait imaginer. Le shérif hésita, regardant Fletcher, puis Hartwell, qui semblait avoir perdu toute volonté de bouger ou parler. Mais avant que le shérif ne puisse agir, Hartwell se leva soudainement. Sa voix, quand il parla, était à peine un murmure, mais chargée d'une intensité désespérée. « Non, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne comprenez pas. » Pemberton se tourna vers lui, furieux. « Taisez-vous, Hartwell. Cet interrogatoire ne vous concerne plus. »« Si, il me concerne, » dit Hartwell, et pour la première fois en des mois, sa voix retrouva une certaine fermeté. « Parce que moi aussi je lui ai tout dit. Tout ce que j'ai fait pour bâtir Oak Grove, les esclaves que j'ai achetés en sachant qu'ils avaient été volés à leurs propriétaires légitimes après la panique financière de 1837, les documents que j'ai falsifiés, les témoins que j'ai soudoyés pour gagner ce procès de succession contre mes propres cousins. J'ai tout confessé à Celia, croyant qu'elle était la seule personne qui ne pouvait pas me trahir, parce qu'une esclave ne peut pas témoigner contre un blanc. » Il rit amèrement. « Mais je me trompais. Ce n'est pas le témoignage légal qui compte, c'est la connaissance elle-même. Une fois que quelqu'un sait, une fois que les secrets sont prononcés à voix haute, ils acquièrent un pouvoir. Et ce pouvoir nous détruit de l'intérieur, parce que nous savons que quelqu'un sait. » Fletcher écoutait avec une fascination horrifiée. En tant qu'enquêteur, il comprenait qu'il assistait à quelque chose de rare. Un moment où les façades s'effondraient complètement, où la vérité émergeait dans toute sa laideur. Pemberton fit un dernier effort pour reprendre le contrôle de la situation. Il déclara que ses confessions n'avaient aucune valeur légale, que Celia était une menteuse et une manipulatrice, qu'elle serait jugée et condamnée. Il ordonna au shérif de l'emmener immédiatement en prison. Le shérif, un homme nommé Thomas Bradley, qui avait servi dans cette fonction pendant 15 ans, regarda Pemberton avec une expression étrange. Puis il dit quelque chose qui surprit tout le monde. « Monsieur Pemberton, je crois que vous devriez vous retirer de cette enquête. Vous êtes trop personnellement impliqué. » Pemberton explosa. Il accusa le shérif de trahison, de corruption, d'être sous l'influence de cette femme diabolique. Il menaça de le faire destituer, de ruiner sa carrière. Mais Bradley tint bon, affirmant qu'il avait des doutes sur la légalité de toute cette procédure depuis le début. Finalement, après un échange houleux, un compromis fut trouvé. Celia serait placée en détention temporaire,
mais dans une cellule séparée, sans contact avec Pemberton. Une enquête plus formelle serait menée par le juge du comté, avec tous les protocoles appropriés. Pemberton accepta à contre-cœur, mais insista pour que Celia soit transférée immédiatement. Alors que les domestiques s'apprêtaient à emmener Celia, Hartwell s'approcha d'elle une dernière fois. Devant tous les témoins, il dit quelque chose qui serait rapporté et débattu pendant des années. « Je suis désolé. Pour tout. Vous méritez d'être libre, et je vous libérerai si je le peux. Mais d'abord, je dois me libérer moi-même. » Celia le regarda avec ce qui semblait être de la compassion, hocha légèrement la tête, et fut emmenée. Les jours qui suivirent furent chaotiques. Le comté de Wilcox bruissait de rumeurs. Des versions de plus en plus extravagantes de l'interrogatoire circulaient. Certains disaient que Celia avait ensorcelé les 3 hommes présents. D'autres qu'elle avait menacé de révéler des secrets scandaleux. D'autres encore qu'elle avait été battue et torturée pour la forcer à avouer des crimes qu'elle n'avait pas commis. William Pemberton se barricada dans sa plantation, refusant de voir quiconque à part sa famille immédiate. Sa femme Eleanor nota dans une lettre à sa sœur que William était transformé, qu'il ne dormait plus, qu'il était obsédé par cette affaire à un point maladif. Il passait ses nuits à écrire dans son journal secret, des pages et des pages qu'il cachait ensuite dans son bureau. Margaret Pemberton, sa fille, tenta plusieurs fois de parler avec son père, cherchant à comprendre ce qui le tourmentait. Lors d'une de ces tentatives, elle entra dans son bureau sans frapper et le trouva en larmes, tenant un daguerréotype jauni d'une femme noire qu'elle ne reconnut pas. Quand elle demanda qui était cette femme, Pemberton cacha rapidement le portrait et refusa de répondre. Mais cette nuit-là, incapable de supporter plus longtemps l'incertitude, Margaret fouilla le bureau de son père pendant qu'il dormait. Elle trouva le journal secret, et ce qu'elle y lut changea sa compréhension de toute sa vie. Son père écrivait sur une esclave nommée Delilah, qu'il avait aimée passionnément dans sa jeunesse, avant son mariage. Il écrivait sur un enfant né de cette union, une fille qu'il avait fait passer pour sa fille légitime avec Eleanor, grâce à un arrangement avec une sage-femme corrompue et une falsification de date. Il écrivait sur la douleur de vendre Delilah au Mississippi pour maintenir les apparences, sur les années de culpabilité et de honte. Et il écrivait sur sa terreur que la vérité soit révélée, que Margaret apprenne qu'elle avait du sang africain, que toute la structure sociale qu'il avait construite s'effondre. Les dernières entrées étaient de plus en plus incohérentes. Obsédée par Celia, Pemberton écrivait qu'elle savait qu'elle l'avait forcée à avouer lors de leur conversation à la prison, qu'elle avait un pouvoir étrange de faire sortir la vérité des gens. Il écrivait qu'il ne pouvait plus vivre avec cette connaissance partagée, que chaque fois qu'il la voyait, même en pensée, il sentait les murs de son mensonge se fissurer. Dans une des dernières entrées, particulièrement troublante, il écrivait « Je comprends maintenant pourquoi les hommes autour d'elle deviennent fous. Ce n'est pas de la séduction ou de la sorcellerie, c'est quelque chose de bien pire. Elle nous force à nous voir tels que nous sommes réellement, sans les mensonges confortables, sans les justifications, sans les façades. Fermon l'a vu, cette vérité insupportable sur lui-même, et il s'est noyé pour y échapper. Robert l'a vu et a disparu, préférant peut-être la mort à la vie qu'on lui imposait. Hartwell la voit maintenant, et se détruit lentement. Et moi, je la vois aussi. Je vois le monstre que je suis, l'hypocrite, le père qui a vendu l'amour de sa vie et ment à sa propre fille chaque jour. Je ne peux plus vivre avec cette clarté. La dernière entrée, datée du 4 juin 1838, était brève. Que Dieu pardonne à ceux qui ne peuvent se pardonner eux-mêmes. Le lendemain matin, William Pemberton ne se présenta pas au petit déjeuner. Eleanor envoya une domestique le chercher. La femme revint en hurlant. Pemberton était dans son bureau. Effondré sur son bureau, une bouteille de laudanum vide à côté de lui, le visage figé dans une expression de terreur et de résignation. Il était mort. Le suicide de William Pemberton provoqua un scandale majeur. Dans la société du Sud, le suicide était considéré comme un péché mortel et une honte profonde pour la famille.
La famille Pemberton tenta désespérément de présenter la mort comme un accident, une overdose médicamenteuse prise pour soulager des douleurs, mais personne ne fut dupe. Margaret, après avoir lu le journal de son père, fut confrontée à un choix impossible. Révéler la vérité sur sa propre naissance détruirait sa vie et celle de sa mère, mais garder le secret signifiait vivre dans un mensonge perpétuel. Elle décida finalement de brûler le journal, effaçant les preuves écrites des confessions de son père. Mais elle ne put effacer sa propre connaissance. Cette révélation changea profondément sa compréhension d'elle-même et de la société dans laquelle elle vivait. Des années plus tard, devenue une vieille femme vivant dans l'anonymat dans une petite ville de Géorgie, elle écrivit des mémoires qu'elle ne publia jamais, détruisant le manuscrit peu avant sa mort. Seules quelques pages survécurent, découvertes par hasard, dans les affaires d'une cousine éloignée. Dans ces fragments, Margaret écrivait « J'ai appris que j'étais ce que la société appellerait une mulâtresse, bien que ma peau soit aussi blanche que celle de n'importe quelle dame du Sud. Cette connaissance aurait dû me détruire selon les règles de mon monde, mais au contraire, elle m'a libéré. J'ai compris que toutes ces règles sur la pureté du sang, sur la supériorité raciale, n'étaient que des fictions cruelles, inventées pour maintenir un système injuste. La femme qu'on appelait l'esclave dangereuse n'a jamais cherché à me détruire. Elle m'a libéré en me montrant la vérité. Après la mort de Pemberton, les fils de William prirent rapidement le contrôle de la situation. Ils découvrirent le journal avant Margaret et, après l'avoir lu avec horreur, prirent une décision pragmatique. Ils brûlèrent le document original, ignorant que Margaret en avait déjà fait de même avec une copie qu'elle avait faite, et annoncèrent publiquement qu'ils abandonnaient toute poursuite contre Celia. Sans plaignant et sans preuve solide de crime, le shérif Bradley n'avait d'autre choix que de la libérer. Mais le problème de son statut juridique demeurait. Techniquement, Celia appartenait toujours à James Hartwell, mais celui-ci était dans un état mental et financier précaire. Oak Grove était au bord de la faillite. Les créanciers commençaient à réclamer leur dû. Personne dans le comté ne voulait acheter Celia, sa réputation de porte-malheur étant désormais fermement établie. Même les négociants d'esclaves refusaient de traiter avec elle, craignant qu'elle ne soit impossible à revendre. Pendant plusieurs semaines, Celia resta dans une sorte de limbe juridique. Elle fut logée dans une dépendance de la prison de Camden, nourrie aux frais du comté, sans statut clair. Les autorités locales débattaient de son sort, certains proposant de la vendre vers le Deep South, d'autres suggérant de l'expulser simplement de l'Alabama, d'autres encore, plus prudents, craignant les répercussions légales de toute décision hâtive. C'est alors que Thomas Caldwell réapparut sur la scène, après des mois de retrait presque total. Il apparut devant le conseil du comté avec une proposition qui surprit tout le monde. Il offrait de racheter Celia à James Hartwell pour une somme symbolique, puis de l'affranchir immédiatement, à condition qu'elle accepte de quitter l'Alabama et de ne jamais y revenir. Cette proposition déclencha un débat houleux au conseil. Certains membres voyaient là une solution élégante au problème, d'autres craignaient que l'affranchissement d'une esclave aussi controversée n'établisse un précédent dangereux. Le débat dura plusieurs jours, avec des arguments passionnés des deux côtés. Caldwell défendit sa position avec une éloquence surprenante pour un homme qui avait semblé brisé ces derniers mois. Il argua que Celia n'avait été reconnue coupable d'aucun crime, que la maintenir en esclavage dans le comté ne ferait que perpétuer le scandale, et que son affranchissement et son expulsion étaient le seul moyen de tourner la page et de permettre au comté de retrouver la paix. Ce qu'il ne dit pas publiquement, mais qu'il confia plus tard à sa fille Catherine dans une lettre, c'est que sa décision était motivée par la culpabilité. Il s'était rendu compte que l'achat initial de Celia avait déclenché une chaîne d'événements catastrophiques, que son propre désir d'acquérir une servante éduquée pour sa fille avait finalement coûté la vie à son fils aîné, détruit 2 autres familles et révélé des vérités que tout le monde aurait préféré garder cachées. Il écrivit à Catherine « Je ne peux pas prétendre que cette femme est innocente de toute manipulation,
Mais je ne peux pas non plus ignorer le fait que nous, les hommes blancs de ce comté, avons créé le système qui l'a mise dans cette position. Nous avons bâti une société où les êtres humains sont des marchandises, où les femmes sont des propriétés et où la vérité doit être constamment supprimée pour maintenir l'ordre. Celia n'a fait qu'exister dans ce système, et sa simple existence a révélé ses failles fondamentales. La libérer est la seule action juste que je puisse prendre. James Hartwell, consulté sur la proposition de vente, accepta immédiatement. Selon les témoins présents lors de la signature des papiers, il pleura en apposant sa signature, répétant qu'il ne voulait pas qu'elle parte, mais qu'il savait qu'elle devait partir, que c'était la seule façon pour tous de trouver la paix. Lors d'une brève conversation privée avec Celia avant son départ, conversation rapportée par un clerc qui se tenait près de la porte, Hartwell lui demanda de lui pardonner. Celia répondit doucement. « Il n'y a rien à pardonner, monsieur. Vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire dans les limites de votre monde. Mais peut-être qu'un jour, vous et d'autres comme vous comprendrez que ce monde doit changer. » En septembre 1838, exactement 1 an et 5 mois après son arrivée à Riverside, Celia quitta le comté de Wilcox. Elle était désormais une femme libre, avec $150 donnés par Thomas Caldwell, une lettre d'affranchissement dûment certifiée et des vêtements décents. Elle fut escortée jusqu'à la frontière du Tennessee par un marshal fédéral qui avait pour instruction de s'assurer qu'elle quittait bien l'Alabama. Le marshal, un homme nommé John Patterson, tint un journal de ses voyages officiels. Dans son entrée concernant l'escorte de Celia, il nota « et accompagnait une affranchie nommée Celia jusqu'à la frontière. » Femme remarquablement composée et intelligente. Durant le voyage, elle m'a posé des questions sur les États libres du Nord, sur les communautés d'affranchis, sur les possibilités d'éducation et de travail. J'ai répondu du mieux que j'ai pu. À la frontière, elle m'a remercié poliment et a continué seule vers le nord. Je me suis demandé quel avait été son véritable rôle dans les scandales du comté de Wilcox, mais en sa présence, j'ai trouvé difficile de croire qu'elle était la manipulatrice démoniaque que certains décrivaient. Elle semblait plutôt être une femme intelligente qui avait survécu dans des circonstances impossibles en utilisant les seules armes dont elle disposait, son esprit et sa compréhension de la nature humaine. Les 3 familles impliquées dans cette histoire ne se remirent jamais des événements de 1837 et 38. Les Caldwell s'effondrèrent les premiers. Thomas Caldwell vécut encore 3 ans après le départ de Celia, mais en homme brisé. Il ne participait plus aux affaires du comté, délaissait la gestion de Riverside et passait ses journées à boire seul dans son bureau. Ses créanciers, voyant la plantation péricliter, commencèrent à exiger le remboursement des dettes accumulées. Son fils Henry, le cadet qui avait survécu au drame, tenta désespérément de sauver la plantation familiale. Mais il découvrit que les dettes étaient bien plus importantes qu'il ne le pensait. Les investissements hasardeux de son père dans les chemins de fer et les spéculations foncières avaient creusé un trou financier insurmontable. En 1841, après des années de lutte, Riverside fut saisie par les créanciers et vendue aux enchères. La demeure elle-même fut achetée par un spéculateur de Mobile qui la revendit par parties. Henry Caldwell tenta de se refaire une vie en Louisiane, mais sans succès. Il mourut en 1852, endetté et alcoolique dans une pension misérable de la Nouvelle-Orléans. Il ne laissa aucun héritier, et le nom des Caldwell disparut pratiquement de l'histoire de l'Alabama. Catherine Caldwell, la fille pour qui Celia avait été achetée initialement, refusa le mariage arrangé avec son cousin de Charleston et quitta l'Alabama pour vivre avec une tante en Géorgie. Elle ne se maria jamais, ce qui était inhabituel et suspect dans la société de l'époque, mais elle vécut une vie relativement stable comme institutrice pour filles de planteurs. Elle maintint jusqu'à sa mort en 1868 un silence presque total sur les événements de son adolescence. Mais dans les quelques lettres qu'elle laissa, découvertes par un historien local dans les années 1920, elle mentionna Celia à plusieurs reprises, toujours avec respect et une certaine nostalgie. Dans une lettre à une amie d'enfance, elle écrivit
Tu me demandes si je regrette les choix que j'ai faits, de rester célibataire, de vivre modestement alors que j'aurais pu être une dame de la haute société de Charleston. Je ne regrette rien. J'ai connu une femme qui m'a appris que la liberté n'est pas seulement une question de statut légal, mais de la capacité à voir la vérité et à la supporter. Cette leçon valait plus que tous les mariages avantageux du monde. Thomas Caldwell mourut en 1841, officiellement d'une maladie du foie liée à l'alcoolisme. Avant de mourir, il convoqua un prêtre catholique, ce qui était inhabituel car la famille était méthodiste. Le prêtre, le père O'Brien, un immigrant irlandais récemment arrivé à Camden, respecta le secret de la confession, mais il nota dans son journal personnel que ce fut la confession la plus troublante et la plus tragique qu'il avait jamais entendue. Selon l'infirmière qui soignait Caldwell et qui était présente dans la pièce adjacente, elle entendit des fragments de la confession à travers la porte. Caldwell criait par moments, demandant pardon pour avoir acheté une âme et déclenché une catastrophe. L'infirmière rapporta plus tard qu'à la fin de la confession, elle entendit Caldwell sangloter et dire « Je l'ai vue pour ce qu'elle était dès le premier jour. Je savais qu'elle était dangereuse non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était libre dans son esprit et que cette liberté était contagieuse. J'aurais dû la laisser partir immédiatement. Au lieu de cela, j'ai pensé pouvoir la contrôler, l'utiliser pour mes propres fins. Mon orgueil a tué mon fils et détruit ma famille. » Quant à Robert Caldwell, le fils aîné dont la disparition avait déclenché toute l'affaire, son corps ne fut jamais retrouvé de son vivant. Des décennies plus tard, en 1873, lors de travaux d'assèchement d'un marécage près de la rivière Alabama, à environ 3 miles d'Oak Grove, on découvrit des ossements humains partiellement préservés et des fragments de vêtements qui correspondaient à ceux que Robert portait la nuit de sa disparition. Le crâne présentait une fracture significative à l'arrière, suggérant un coup violent ou une chute. Un pistolet rouillé fut trouvé à proximité du squelette, mais on ne put déterminer s'il avait été utilisé. L'enquête conclut à une mort accidentelle, Robert ayant probablement été projeté de son cheval dans l'obscurité et s'étant fracassé le crâne contre une pierre ou un arbre, puis étant tombé dans le marécage où son corps n'avait jamais été retrouvé. Mais d'autres théories circulaient. Certains suggéraient que Robert avait été assassiné, peut-être par des esclaves d'Oak Grove qui protégeaient Celia, ou par James Hartwell lui-même qui aurait voulu éliminer un rival. D'autres pensaient que Robert s'était suicidé, incapable de vivre avec l'obsession impossible qui le consumait. La vérité ne fut jamais établie avec certitude. La famille Hartwell connut un sort différent mais tout aussi tragique. James Hartwell survécut jusqu'en 1852, mais en fantôme de lui-même. Il perdit Oak Grove en 1840, incapable de gérer la plantation après les événements qui l'avaient brisé mentalement. Ses contremaîtres partirent chercher du travail ailleurs. Ses esclaves furent vendus aux enchères pour payer les créanciers, et la grande maison tomba progressivement en décrépitude. Ses 3 enfants, trop jeunes pour comprendre ce qui s'était passé, furent élevés par des parents éloignés à Mobile et ne revirent leur père que rarement. Quand ils le visitaient, ils trouvaient un homme qu'ils reconnaissaient à peine, amaigri, le regard vide, parlant à peine. Les enfants finirent par espacer leur visite, puis les cessèrent complètement, trouvant l'expérience trop douloureuse. Hartwell vécut ses dernières années dans une petite maison délabrée à Camden, dépendant de la charité de l'église méthodiste. Les voisins le voyaient errer dans les rues, murmurant pour lui-même, s'arrêtant parfois devant certaines maisons comme s'il cherchait quelqu'un. Plusieurs témoins rapportèrent l'avoir entendu prononcer le nom de Celia à voix haute, dans des monologues incompréhensibles. Un médecin local, le docteur Samuel Whitfield, qui le traita vers la fin de sa vie pour diverses affections, nota dans son journal médical que Hartwell souffrait de mélancolie profonde, obsession persistante et détérioration mentale progressive. Whitfield écrivit « Le patient parle constamment d'une femme qui l'aurait sauvé et détruit simultanément. Il affirme qu'elle lui a montré une vérité qu'il ne peut ni accepter ni oublier, une vérité sur lui-même et sur la société dans laquelle il vit. Il décrit cette connaissance comme une malédiction,
disant qu'il préférerait ne jamais l'avoir acquise, mais qu'il ne peut plus revenir à l'ignorance. Quand je lui demande quelle est cette vérité, il devient agité et refuse de répondre clairement. Dans une des dernières consultations, Hartwell confia au docteur Whitfield quelque chose de troublant. Il dit « Docteur, vous me demandez ce qui m'a détruit. Ce n'est pas une femme, bien que tout le monde le croie. C'est la conscience. La conscience de ce que j'ai fait pour obtenir Oak Grove, de ce que j'ai fait à des êtres humains pour ma propre élévation sociale. Cette femme, Celia, elle n'a rien fait d'autre qu'écouter mes confessions et me regarder avec des yeux qui voyaient tout. Et dans ce regard, j'ai vu mon propre reflet, et ce reflet était monstrueux. Comment peut-on continuer à vivre quand on se voit vraiment ? James Hartwell mourut seul en février 1852, trouvé par le propriétaire de sa pension qui s'inquiétait de ne pas le voir depuis 2 jours. Il était assis dans son fauteuil, le regard fixé vers la fenêtre, une expression étrangement paisible sur le visage. Le médecin légiste conclut à une mort naturelle, probablement une défaillance cardiaque. Il fut enterré dans une section obscure du cimetière de Camden, dans une tombe marquée seulement par une simple pierre portant son nom et ses dates. Ses enfants ne vinrent pas aux funérailles, ayant coupé tout lien avec leur père des années auparavant. La famille Pemberton, malgré le suicide scandaleux de William, parvint à maintenir une certaine respectabilité sociale, principalement grâce aux efforts acharnés de ses fils, William Jr. et Edward. Ils travaillèrent dur pour restaurer la réputation familiale, faisant des donations généreuses à l'Église, participant activement aux affaires du comté et évitant soigneusement toute mention des événements de 1838. Mais la lignée s'éteignit progressivement. Margaret Pemberton, dont la vie avait été bouleversée par la découverte de ses véritables origines, épousa finalement, en 1843, un homme d'affaires de Mobile nommé Charles Thornton. Le mariage fut malheureux dès le début. Margaret ne put jamais concevoir d'enfant, ce que certains membres de la famille attribuèrent à une punition divine pour les péchés de son père. Elle vécut dans une semi-réclusion, refusant de participer à la vie sociale de Mobile, et passa ses dernières années à écrire des mémoires qu'elle détruisit presque entièrement avant sa mort en 1866. Les fils de William Pemberton eurent des carrières médiocres, aucun n'atteignant la position sociale et politique de leur père. William Jr. devint avocat à Montgomery, mais sa pratique resta modeste. Edward tenta de maintenir Magnolia Bluff, mais la plantation déclina progressivement, incapable de concurrencer les grandes exploitations modernisées. En 1873, un incendie d'origine inconnue détruisit la demeure principale de Magnolia Bluff. Edward n'avait pas les moyens de la reconstruire et la propriété fut vendue par parcelle. Le dernier descendant direct de William Pemberton, un petit-fils nommé Charles Pemberton, mourut en 1889 à l'âge de 36 ans, sans héritier. Avec lui s'éteignit la lignée masculine des Pemberton, une des familles les plus puissantes du comté de Wilcox au début du siècle. Mais l'histoire de Celia ne se termina pas avec la disparition des 3 familles. Elle laissa une empreinte durable sur le comté de Wilcox, une légende qui circula pendant des générations, se transformant et s'amplifiant avec le temps. Parmi les esclaves et les affranchis, Celia devint une figure quasi mythique. Les histoires à son sujet se transmettaient oralement, embellies et modifiées à chaque génération. On racontait qu'elle avait brisé les chaînes non par la violence mais par la vérité, qu'elle avait forcé les maîtres blancs à se confronter à leurs propres contradictions et que cette confrontation les avait détruits de l'intérieur. Certains la considéraient comme une héroïne, une femme qui avait utilisé son intelligence pour survivre et finalement obtenir sa liberté dans un système conçu pour la briser. D'autres la voyaient avec une crainte mêlée de respect, comme quelqu'un qui possédait un pouvoir dangereux, celui de voir à travers les mensonges et les façades que les gens construisaient autour d'eux-mêmes.
Un ancien esclave de Riverside, nommé Joshua Freeman, interviewé en 1906 dans le cadre d'un projet de collecte d'histoires orales sur l'esclavage mené par des universitaires du Nord, se souvenait de Celia. Il avait été un jeune garçon de 12 ans quand elle était arrivée à Riverside. Il dit « Celia était différente des autres esclaves domestiques. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, c'était comme si elle voyait à travers vous, jusqu'à votre âme. Les maîtres blancs, ils avaient peur d'elle parce qu'elle leur montrait ce qu'ils étaient vraiment, et ils ne pouvaient pas supporter ça. Nous, les esclaves, on la respectait parce qu'elle ne courbait pas l'échine, pas dans son esprit en tout cas. Elle était libre à l'intérieur, et ça, personne ne pouvait le lui enlever. » Un autre témoignage, recueilli auprès d'une femme nommée Sarah Hutchins, ancienne esclave d'Oak Grove, était encore plus révélateur. Sarah avait été une jeune fille de 15 ans quand Celia était arrivée à Oak Grove et elle avait travaillé avec elle dans la maison principale. Elle raconta « Celia m'a dit une fois quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais voulu détruire personne, qu'elle ne cherchait pas la vengeance. Elle disait juste qu'elle refusait de jouer le jeu, de faire semblant de ne pas voir ce qui se passait vraiment. Les hommes blancs, ils voulaient posséder notre corps et notre esprit, et quand ils rencontraient quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas briser de cette manière, ça les rendait fous. Celia n'était pas une sorcière comme certains le disaient. Elle était juste libre dans sa tête, et ça, ils ne pouvaient pas le supporter. Dans les familles blanches du comté, le nom de Celia devint synonyme de danger et de tabou. On ne parlait pas d'elle directement dans la bonne société, mais son histoire était utilisée comme avertissement, surtout pour les jeunes hommes. Les pères mettaient en garde leurs fils contre les femmes dangereuses, celles qui déstabilisent l'ordre social, celles qui ne connaissent pas leur place. Les registres officiels du comté de Wilcox concernant les événements de 1837 et 38 sont étrangement incomplets. Des pages manquent dans les journaux du conseil du comté. Certaines entrées dans les registres judiciaires sont noircies ou arrachées. Des documents ont mystérieusement disparu. Il est clair qu'un effort concerté fut fait pour effacer l'histoire, ou du moins pour en minimiser l'impact officiel. Mais les histoires orales persistèrent, circulant dans les cuisines, les églises noires, les rassemblements familiaux. Elles survivèrent à la guerre de sécession, à la reconstruction, à l'établissement des lois Jim Crow. Chaque génération ajoutait ses propres interprétations, ses propres leçons tirées de cette histoire troublante. Dans les années 1920, un historien amateur nommé Samuel Pritchard, professeur d'histoire dans un lycée de Camden, entreprit de reconstituer l'histoire de Celia en interviewant des descendants des familles impliquées et en consultant des archives privées. Pritchard était un homme méticuleux, obsédé par la vérité historique, et il sentait que cette histoire contenait quelque chose d'important sur la nature de l'esclavage et de la société du Sud d'avant-guerre. Il passa 3 ans à rassembler des fragments de vérité. Il interviewa des descendants d'esclaves qui se souvenaient des histoires racontées par leurs grands-parents. Il consulta des journaux intimes privés que certaines familles acceptèrent de lui montrer, à condition qu'ils ne révèlent pas leur identité. Il fouilla les archives judiciaires, les registres de propriété, les documents d'église. Il retrouva même le journal du marshal John Patterson qui avait escorté Celia jusqu'à la frontière du Tennessee. Progressivement, il reconstitua un récit cohérent des événements et commença à écrire un livre qu'il intitula provisoirement « L'esclave qui détruisit 3 familles ». Une étude de cas sur le pouvoir et la vérité dans le Vieux Sud. Mais Pritchard rencontra des obstacles. Plusieurs descendants des familles Caldwell, Pemberton et Hartwell, encore présents dans le comté, le menacèrent de poursuites judiciaires s'il publiait son livre. Certains l'accusèrent de diffamation, d'autres de vouloir rouvrir de vieilles blessures pour des raisons sensationnalistes. Des pressions furent exercées sur lui par des membres influents de la communauté pour qu'il abandonne son projet. Pritchard persista, convaincu de l'importance historique de cette histoire. Mais en novembre 1924, il mourut dans des circonstances que certains jugèrent suspectes. Officiellement, il fit une chute dans les escaliers de sa maison.
se fracturant le crâne. Sa mort fut déclarée accidentelle. Mais plusieurs de ses collègues notèrent que Pritchard était un homme prudent et en bonne santé, et que les escaliers de sa maison n'étaient pas particulièrement dangereux. Le manuscrit inachevé de Pritchard fut trouvé par sa veuve, Emma, qui tenta de le publier, honorant ce qu'elle croyait être le dernier souhait de son mari. Mais aucun éditeur en Alabama ou même dans le Sud n'accepta le manuscrit. Le sujet était jugé trop controversé pour l'Alabama des années 20, en pleine période de ségrégation renforcée et de tensions raciales exacerbées par la résurgence du Ku Klux Klan. Emma Pritchard, découragée mais déterminée à préserver le travail de son mari, donna finalement le manuscrit à la bibliothèque historique du comté de Wilcox en 1928. Le document fut archivé et classé, mais rarement consulté pendant des décennies. Il dormit dans les archives, un témoignage silencieux d'une histoire que beaucoup préféraient oublier. Ce n'est que dans les années 1990, avec le regain d'intérêt pour l'histoire de l'esclavage stimulé par les mouvements des droits civiques et les études sur les femmes dans l'histoire américaine, que quelques chercheurs redécouvrirent le manuscrit de Pritchard. Une doctorante de l'Université d'Alabama, travaillant sur une thèse sur les résistances féminines à l'esclavage, tomba par hasard sur le document et réalisa son importance potentielle. Elle entreprit de vérifier les sources de Pritchard, de retrouver les documents originaux qu'il avait consultés et de chercher des preuves supplémentaires. Ce qu'elle trouva confirma l'essentiel de l'histoire. Les trois familles avaient effectivement existé. Leurs plantations étaient bien documentées dans les registres fonciers. Les transferts de propriété, les faillites, les morts étaient tous enregistrés et correspondaient à la chronologie de Pritchard. L'existence de Celia était plus difficile à prouver formellement, les registres d'esclaves étant souvent incomplets et beaucoup ayant été détruits pendant et après la guerre de sécession. Mais des références indirectes dans des lettres privées, des journaux intimes et des documents judiciaires suggéraient fortement qu'une femme esclave correspondant à sa description avait bien existé et avait été au centre d'événements troublants dans le comté de Wilcox entre 1837 et 38. La chercheuse tenta de publier ses découvertes, mais rencontra à nouveau des résistances. Certains descendants des familles impliquées, bien que plusieurs générations éloignées des événements, s'opposèrent à la publication, invoquant la protection de la vie privée et la dignité des morts. Le débat sur la publication devint lui-même un sujet controversé dans les cercles académiques, soulevant des questions sur l'éthique de la recherche historique et sur le droit de révéler des secrets familiaux enterrés depuis longtemps. Aujourd'hui, les plantations Riverside, Magnolia Bluff et Oak Grove n'existent plus en tant que telles. Riverside fut démoli dans les années 1910, le terrain divisé et vendu à différents propriétaires. Magnolia Bluff brûla en 1873 et seuls quelques piliers de pierre marquent encore l'emplacement où se dressait autrefois la grande demeure. Oak Grove fut abandonné après la guerre de sécession et tomba progressivement en ruine, la nature reprenant ses droits sur les bâtiments délabrés jusqu'à ce que tout disparaisse complètement dans les années 1930. Le comté de Wilcox est aujourd'hui l'un des plus pauvres de l'Alabama, sa population ayant considérablement diminué depuis l'époque du coton roi. Les champs qui produisaient autrefois des fortunes sont maintenant en friches ou reconvertis en plantations de pins pour l'industrie du bois. Les descendants des trois familles sont dispersés à travers le pays, beaucoup ignorant probablement l'histoire troublante de leurs ancêtres ou préférant l'oublier. Quant à Celia, si elle survécut jusqu'à la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, elle aurait vécu pour voir le système qui l'avait opprimée s'effondrer dans le sang et le feu. Elle aurait vu ses prédictions se réaliser, l'édifice construit sur le mensonge et la violence s'écrouler sous le poids de ses propres contradictions. Des recherches dans les registres des États libres du Nord ont révélé plusieurs femmes noires, nommées Celia, vivant à Cincinnati, Détroit et d'autres villes dans les années 1840 et 50. Une en particulier, Celia Jackson, institutrice pour enfants noirs libres à Détroit, mentionnée dans un registre d'église en 1842, correspond à l'âge
et à la description générale de la Celia du comté de Wilcox. Mais l'identification formelle reste impossible, les documents étant trop fragmentaires. Si cette Celia Jackson était bien la même personne, elle vécut une vie longue et productive. Les registres de l'Église indiquent qu'elle enseigna pendant plus de 20 ans, forma des centaines d'enfants et fut respectée dans la communauté affranchie de Détroit. Elle mourut en 1868, à l'âge de 55 ans, et fut enterrée dans le cimetière de l'église baptiste de Mount Zion, sous une simple pierre tombale portant son nom et l'inscription « Enseignante et femme libre ». Mais cela reste spéculatif, peut-être mourut-elle bien avant, anonyme et oubliée, comme tant d'autres victimes de l'esclavage. Ou peut-être vécut-elle sous un autre nom, dans un autre endroit, emportant ses secrets avec elle dans la tombe. Ce qui est certain, c'est que son histoire, fragmentaire et controversée, survit. Elle survit dans les archives poussiéreuses, dans les histoires orales transmises de génération en génération, dans les questions troublantes qu'elle soulève sur la nature du pouvoir, de la vérité et de la résistance. Son histoire survit comme un témoignage de la complexité de l'expérience humaine sous l'esclavage, de la manière dont, même dans les circonstances les plus oppressives, l'esprit humain peut trouver des moyens de contester, de résister, de révéler les vérités que les puissants veulent désespérément cacher. Elle survit aussi comme un avertissement inquiétant. Un avertissement sur les dangers de construire une société sur des mensonges fondamentaux, sur l'oppression systématique, sur la déshumanisation d'autres êtres humains au nom du profit et du statut social. Parce que tôt ou tard, inévitablement, la vérité émerge. Et quand elle le fait, elle peut détruire non seulement les individus qui ont perpétué ces mensonges, mais des familles entières, des communautés, des structures sociales qui semblaient inébranlables. L'histoire de Celia nous pose une question dérangeante qui résonne encore aujourd'hui, des décennies après l'abolition de l'esclavage. Combien de vérités enfouissons-nous, individuellement et collectivement, pour maintenir nos fictions confortables? Combien de mensonges acceptons-nous pour préserver notre confort moral? Et que se passerait-il si quelqu'un, quelque part, nous forçait à confronter ces vérités que nous préférons ignorer? Dans un monde où tant d'injustices sont maintenues par le silence, par l'acceptation passive, par le refus de voir ce qui est inconfortable, l'histoire de Celia reste pertinente. Elle nous rappelle que parfois, le simple fait de refuser de participer au mensonge collectif, de voir et de nommer la vérité, peut avoir un pouvoir extraordinaire et déstabilisant. Était-elle vraiment une femme avec un pouvoir quasi surnaturel de manipuler les esprits, comme certains le croyaient? Ou était-elle simplement une femme intelligente qui refusait de jouer les rôles qu'on lui imposait et dont la résistance silencieuse exposait les failles fatales d'un système cruel? Était-elle une manipulatrice calculatrice qui détruisait délibérément ceux qui l'opprimaient? Ou une victime qui essayait simplement de survivre et sur qui les hommes coupables projetaient leur propre peur et leur propre culpabilité? La réponse, probablement, est un mélange complexe de tous ces éléments. Celia était une femme réelle, dans une situation réelle, utilisant les seules armes dont elle disposait dans un système conçu pour la dépouiller de toute humanité et de toute autonomie. Son intelligence aiguë, sa capacité d'observation psychologique et peut-être surtout son refus de participer aux fictions qui maintenaient le système esclavagiste firent d'elle une figure à la fois fascinante et terrifiante pour ceux qui la rencontraient. Les hommes autour d'elle s'effondrèrent, non pas parce qu'elle les ensorcelait avec des pouvoirs magiques, mais parce qu'elle leur montrait, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, les contradictions insupportables de leur propre existence. Comment pouvaient-ils prétendre à l'honneur chrétien tout en violant et en possédant d'autres êtres humains? Comment pouvaient-ils parler de pureté raciale et de lignée quand leur propre plantation était remplie d'enfants métis qu'ils refusaient de reconnaître, fruits de leur propre viol et exploitation? Comment pouvaient-ils maintenir leur statut social et leur respectabilité alors que leur richesse reposait entièrement sur la violence, le vol et la déshumanisation systématique? Celia,
en refusant de jouer le rôle qu'on attendait d'elle, celui de l'esclave soumise ou de la tentatrice exotique complice de sa propre exploitation, forçait ces hommes à confronter ces contradictions fondamentales. Et pour des hommes dont l'identité entière, dont le sens même de qui ils étaient, reposait sur ces fictions et ces mensonges nécessaires, cette confrontation était littéralement insupportable. Elle les détruisait non par magie, mais par vérité. Et c'est peut-être cela, finalement, le véritable pouvoir de Célia. Non pas un pouvoir surnaturel, mais le pouvoir terrifiant de la vérité elle-même, de la lucidité, de la conscience qui ne peut être réprimée ou niée. Un pouvoir qui existe en chacun de nous, si nous avons le courage de l'utiliser, et qui peut ébranler les fondations même des systèmes d'oppression, aussi puissants qu'ils semblent. Pensez-vous que cette histoire est vraie? Que Célia a réellement existé, avec ce pouvoir troublant de révéler les vérités que les gens cachent, ou était-elle une victime sur qui on a projeté des fantasmes et des peurs collectives? Croyez-vous que le simple refus de participer aux mensonges d'une société peut avoir un tel pouvoir destructeur? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a captivé, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a glacé le sang, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les mystères sombres de l'histoire. Il y a tant d'histoires enfouies qui attendent d'être révélées, des vérités inconfortables cachées dans les archives poussiéreuses, et vos commentaires et votre soutien m'aident à continuer ce travail de mémoire. N'oubliez pas de me dire de quelle ville vous nous écoutez. Chaque commentaire, chaque partage nous permet de continuer à déterrer ces histoires que certains préféreraient voir rester enterrées.